Et à Chamonix, c'est vraiment différent. C'est assez étrange en fait quand tu es coureur amateur parce que tu as l'impression d'être sur une épreuve qui ne te correspond pas forcément, quoi. Tu as les frissons, mais de dingue. Quand tu as la petite musique là, de Vangelis, et alors du coup, ils nous lâchent dans les rues. Puis alors après, c'est complètement la folie, quoi. Mais la folie pure, c'est l'enthousiasme, le monde, on ne peut pas s'imaginer en fait. C'est du délire, c'est du délire. Et quand je parlais d'excès de confiance, c'est parce que voilà, j'avais déjà fait l'UTMB quelque part. C'était peut-être que pour moi, c'était peut-être déjà gagné. Alors que suite à ça, c'est là que je me suis dit, mais non, un ultra, c'est jamais gagné d'avance, quoi. Et c'est jamais la même course, bien que ce soit le même parcours. Et je pense que c'est ce qui a causé ma perte, quoi. J'étais pas assez dans la course les heures qui ont suivi. J'étais trop dispersé. C'est Bruno Poulnard sur le podcast Ultra Talk. Mon podcast, je suis Arnaud Manzanini et quelle joie immense de vous retrouver en ce beau et chaud mois d'août. Êtes-vous en vacances? Êtes-vous revenu? Ou vous apprêtez-vous à partir? Il est étrange cet été, non? Un peu comme cette année d'ailleurs. Passer du temps avec des amis sans voir leur sourire, échanger avec une personne sans voir les expressions de son visage. Je suis convaincu qu'il va néanmoins ressortir quelque chose de positif de cette situation tellement surréaliste. Comme en ultra-distance, l'adaptabilité est le maître mot. Je ne sais pas vous, mais tous ces petits moments entre amis avant Covid me manquent. Il va falloir désormais s'habituer à ce nouveau mode de vie qui s'installe. Alors prenons tous les petits moments positifs comme ils viennent et profitons. Au moment où cet épisode est diffusé, je suis sur les routes de la Race Cross France, le sommet du cyclisme ultra-distance. Et vous pouvez voir photos et vidéos sur mon compte Instagram et Facebook, tout comme celui de l'épreuve d'ailleurs. Après cette période de confinement, qu'est-ce que c'est bon de se sentir libre? Et je suis convaincu que c'est la sensation que peuvent percevoir tous les participants de la Race Cross France en roulant sur leur vélo du lever au coucher du soleil. Cette sensation d'être maître de son destin et choisir le rythme de sa monture. Le cyclisme, mon invité du jour, Bruno, en connaît un rayon. De nombreuses victoires chez les amateurs, puis la vie active prend ses droits. Il éloigne des compétitions jusqu'à le voir revenir sur course à pied. Courir un marathon pour un cycliste peut paraître le bout du monde. Bruno, une fois le marathon de Paris, puis celui de New York en poche, se lance dans le trail. Une petite distance en amène une autre, puis une longue distance, et le voilà dans le grand bain. Finisher de la Diagonale des Fous et de l'Ultra Trail du Mont Blanc, entre autres, faire toutes ces épreuves ultra est un réel exploit. À travers notre conversation, Bruno nous livre son parcours, mais surtout pourquoi il réalise de tels défis, mais aussi comment il a vécu le départ notamment de l'UTMB, qui reste pour lui l'émotion la plus intense qu'il ait pu vivre sur une épreuve. C'est une discussion pleine de réflexion, d'introspection et de partage, et nous n'avons pas vu le temps passer. Bruno va plus loin. Il capte des images, les monte pour en faire des documentaires géniaux, où nous pouvons nous aussi vivre l'aventure de l'intérieur. Le lien de ces vidéos déjà vues des milliers de fois est dans les notes de l'épisode. Je ne vous fais pas plus attendre et laisse place à mon invité du jour, Bruno Poulnard. Eh bien, bonjour, je suis avec Bruno Poulnard aujourd'hui. Bonjour Bruno. Bonjour Arnaud. Merci de nous consacrer quelques minutes. Tu vas pouvoir nous expliquer ton parcours de sportif et puis tout ce que ça peut t'apporter. La première question que je pose traditionnellement sur le podcast, c'est est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent? Bien sûr. Donc, je m'appelle Bruno Poulnard. J'ai 43 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants et ça fait quand même un petit nombre d'années maintenant que je fais du sport à plus ou moins haut niveau, on va dire. Ça fait en gros 25 ans que je fais du vélo, du cyclisme sur route. J'ai commencé par cette discipline où je faisais principalement de la compétition. Et puis depuis maintenant bonne dizaine d'années là, j'ai commencé en 2006 donc à me mettre à courir un peu plus sérieusement et en commençant par du marathon et j'ai basculé après assez rapidement sur du trail.
Alors, tu nous expliques dans la manière dont tu te présentes, tu parles de haut niveau. C'est quoi le haut niveau pour toi? Oui, alors Parce que quand on regarde ce que tu fais, je suis pas. ça touche quand même un certain niveau, mais c'est quoi pour toi le haut niveau? Je suis pas dans ce qu'on pourrait appeler un sportif professionnel, effectivement. Moi, ce que j'appelle haut niveau, c'est surtout dans ma pratique en fait au quotidien où j'accumule quand même un certain nombre d'heures et forcément ça implique quand même pas mal de contraintes, hein, des contraintes d'organisation familiale, etc. Et c'est surtout dans ce niveau-là que je parle plutôt de sport haut niveau, quoi. Ouais, bien entendu, hein, je suis loin d'être un élite ou un professionnel, on est clair. Et comment alors, je veux dire, plus jeune, Bruno, c'était déjà un cycliste? Tu as fait l'école de vélo, par exemple, ou comment tu es arrivé sur le cyclisme? Non, alors pas du tout. En fait, c'est vrai que dans ma famille, j'ai pas réellement de sportifs de haut niveau ou une culture familiale en fait qui m'aurait amené vers la pratique de ce sport. Mais en fait, bon, c'est venu assez naturellement. J'ai dû commencer autour de 15-16 ans à sortir avec mon VTT à l'époque. Je me souviens, je partais pour des vastes, ça me paraissait des longues vadrouilles à l'époque, mais moi j'habite en région parisienne, là, dans les Yvelines. Et en fait, le dimanche, je partais pour un long trip. En gros, j'allais de chez moi, j'habitais en Cours, à côté de Versailles, et j'allais jusqu'à Rambouillet, je revenais. Donc ça me paraissait le bout du monde à l'époque, mais ça représentait 50-60 km, je crois, aller-retour. Mais j'avais 15-16 ans, voilà, ça me paraissait un Everest, quoi, et voilà, ça m'éclatait. Donc je suis venu un peu comme ça à la pratique du vélo, en faisant ça assez régulièrement. Je sortais aussi en semaine, je faisais mes petits tours. J'étais un petit peu dans mon kiff, quoi. Et puis du coup, autour de 16-17 ans, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer d'aller un peu plus loin, en fait, essayer d'aller faire de la compétition, parce que moi, à cet âge-là, on est quand même, on a envie un peu de se mesurer aux autres, hein, envie de voir de quoi on est capable. Et puis, j'ai acheté, mes parents m'ont acheté mon premier vélo de route. Et puis, c'était parti, quoi. J'ai commencé à m'entraîner doucement avec les cyclotouristes de ma ville. Et puis, en fait, ça s'est un peu enchaîné comme ça. Beaucoup me disaient, tu devrais faire des compétitions, tu serais sûrement très, très fort, etc., etc. Alors, forcément, quand on est jeune, on écoute un peu ce qu'on nous dit. On a l'impression que ça y est, on est champion du monde. Et puis, j'ai pris ma première licence et j'ai fait les premiers entraînements avec mon club tout l'hiver. Et puis, au moment de la première course, moi, je me voyais déjà gagner la course. Hein, j'avais déjà tout le monde me disait, c'est bon, t'es super fort. Et puis, en fait, je me suis pris une grosse claque, quoi. Ça a été un peu la désillusion. Tu dis une grosse claque, c'est quoi? C'est le rythme? C'est le rythme, ouais, forcément. C'est le placement? Oui, le placement. Alors, je crois que je me suis fait assez vite lâcher. Hein. C'était ridicule. Hein. La première course, ça a été un enfer, quoi. Effectivement, j'avais pas le rythme, j'avais rien, j'avais pas la condition. Et là, tu avais quel âge, là? Je devais avoir, j'ai commencé junior première année, en fait. Ah ouais, donc déjà commencer junior, le rythme est très élevé déjà. Oui, en plus, c'était pas une course junior, hein, c'était une course, à l'époque, les juniors couraient, enfin, ça court avec les seniors, ouais. Les seniors, ouais. Donc là, ouais, ça a été la grosse désillusion. Hein. En fait, dans ma tête, ça paraissait beaucoup plus simple que ça, et en fait, bon, voilà, ça a été une grosse claque, quoi. Eh ben, moi, je vais te consoler, hein. Ma première course, j'ai fait tomber tout le peloton pour une erreur de placement. Voilà. C'est-à-dire que j'étais suite à un virage, 2e ou 3e position, et l'erreur du débutant, comme je débutais, je me suis retourné pour voir derrière moi. Et j'ai fait un petit écart de guidon, certainement, et j'ai touché la roue avant de la personne j'ai touché la roue de la personne qui me précédait. Et derrière, tout le monde est tombé en chaîne sur moi, donc clavicule cassée, bras cassés. Donc, je faisais pas trop le malin
pour les dégâts que j'avais engendrés. Donc, les premières courses sont toujours difficiles à gérer. Donc, tu rentres dans le cyclisme avec, comme tout le monde, hein, quand on fait sa première course avec des juniors seniors, il y a un niveau qui est quand même important puisque ça roule quand même très très fort. Et qu'est-ce qui t'a emmené derrière sur le marathon et ensuite les trails? Alors ça s'est pas fait tout de suite, hein, forcément. Bien sûr. Après ce premier revers, moi j'ai eu envie, de me refaire, hein, forcément. Donc il s'est passé quand même un certain nombre d'années où je suis monté en puissance, hein, forcément, j'avais quand même des prédispositions et il a fallu que ça se mette en route. Donc j'ai été jusqu'à un niveau assez sympa, quoi. Je suis monté jusqu'au niveau national. Ça n'existe plus maintenant, mais c'est une catégorie 2. Non, ça n'existe plus maintenant. Ouais, c'était élite. Avant, tu avais les élites. Exact. Tu avais les élites sur les 500 premiers Français. C'est ça. Professionnels compris. Ouais. Et effectivement, derrière, tu avais élite jusqu'à, je crois, peut-être 2 millième coureur français. Donc, c'était un qui était établi sur chaque course. Il y avait un cumul à la fin de l'année qui faisait le classement de l'année d'après. Oui, c'est ça. Je crois que j'ai été classé 200 et quelques, un truc comme ça, quoi. J'ai connu ça. Un niveau qui était pas moche, quoi, à un moment donné. Et puis, ça a été l'époque où je suis parti, en fait, faire mon service militaire. Donc voilà, un peu la transition, fin des années étudiantes et puis début de l'année, de la période professionnelle. Donc voilà, ça a chamboulé aussi un petit peu l'organisation. Et puis donc à partir de ce moment-là, forcément à force d'entraînement, de contraintes, hein, quand même, parce que à ce niveau-là, il faut quand même rouler beaucoup. On finit par se lasser un petit peu, hein. Il y a cette lassitude qui arrive à un moment donné. On ne sait plus trop vraiment pourquoi on fait ces courses-là. Chaque année, c'est les mêmes courses qui reviennent, etc. On voit que, de toute façon, on progresse plus forcément non plus comme on aimerait, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a commencé à y avoir une lassitude là, au début des années 2000. Et puis ensuite, là, vraiment la grosse transition qui m'a amené vers la course à pied, ça a été la naissance de ma première fille, où alors là, c'était clair, hein. Du coup, j'avais plus trop de temps pour aller rouler, hein. Le vélo, ça demande quand même énormément de temps d'entraînement. Ouais, c'est certain. Pour obtenir un certain niveau. Donc, j'ai remplacé ces entraînements-là par de la course à pied, naturellement, qui prend quand même bien moins de temps, et je profitais des moments de sieste de ma fille pour aller courir, quoi. Voilà. Après, j'ai toujours été compétiteur, donc c'est vrai que courir pour courir, à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait un objectif, au bout, quoi. Donc, je commençais à prendre un peu de plaisir. Ça allait être ma question, juste comment s'est passée la transition? Ouais, voilà. Moi, j'ai essayé plusieurs fois. Personnellement, je ne suis jamais arrivé. Je n'ai jamais trouvé très bien passé. Ouais. Le rythme dans lequel je suis à l'aise en courant, comme tu peux l'être en vélo quand tu vas faire une sortie un peu décontracte. J'ai toujours été en prise en courant, en fait. Et je me suis découragé. Ben ouais, c'est un peu le problème, en fait, quand on est cycliste, hein, on a un corps qui est vraiment adapté à une pratique douce, hein, à zéro impact, zéro choc. Et la transition, du coup, elle fait très très mal. Moi, j'avais jamais connu de médecin, de kiné, de quoi que ce soit en vélo. Et là, j'apprenais à découvrir le médecin du sport, l'ostéo, le kiné, etc. Donc, je suis passé par pas mal de petits soucis, hein, donc des soucis de genoux, ce qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace, hein, un truc qui arrive assez fréquemment. Des périostites aussi au tibia, hein, c'est assez douloureux. Voilà, c'était régulièrement ces problèmes-là qui revenaient, hein, du fait de effectivement une pratique sur le vélo qui était assez intense. Et quand on se met à courir, on a envie de faire un peu pareil. On sent qu'on a la capacité, au niveau cardio, ça se passe bien, etc. Mais au niveau de la physiologie du corps, c'est autrement, quoi. Là, il faut vraiment prendre le temps, ce que j'ai pas forcément fait au début. Enfin, il faut s'y apprendre, il faut découvrir un petit peu la pratique. Et c'est un peu
le conseil que je donnerais aujourd'hui, effectivement, quelqu'un qui veut se mettre à la course à pied, il faut vraiment, vraiment y aller tout doucement, quoi. Pour Donc, démarrer. tu as pris quand même le temps d'apprendre, on va dire ça comme ça, peut-être de remettre les choses à plat, de repartir comme si tu n'avais peut-être jamais fait de sport pour redécouvrir les sensations. Comment tu as, comment tu es redevenu, enfin pas redevenu, mais comment tu as pris du plaisir en fait en faisant de la course à pied jusqu'à aller faire des marathons? Après, j'ai eu la chance, en fait, entre guillemets, d'avoir toujours le vélo à côté. Et en fait, à chaque fois que je me blessais, je rebasculais sur le vélo. Sur le vélo. Et Ok. en fait, miraculeusement, j'avais pas de soucis. C'était vraiment dû au choc de la course à pied. Donc, à chaque fois que j'avais un traumatisme, un problème au niveau de la course à pied, je rebasculais. Et du coup, ça me permettait quand même d'avoir une pratique tout au long de l'année sans coupure. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et en gros, j'attendais que ça se passe pour me remettre à m'entraîner. Voilà. Donc en fait, quand je suis parti sur la course à pied, j'avais quand même comme objectif là de courir le marathon, parce qu'à l'époque, c'est L'objectif, vrai que le Graal. ouais, c'était l'objectif, le Graal, exactement. À l'époque, enfin, j'ai l'impression que les mentalités ont quand même fortement changé, hein, parce Bien que sûr. c'est quand même pas si loin que ça. C'était il y a à peine il y a 15 ans, là, 14 ans. Euh, mais j'ai l'impression que maintenant, les gens qui se mettent à courir et qui se mettent tout de suite, bien souvent, sur le marathon, c'est comme s'ils allaient chercher le pain. Je trouve ça assez étonnant. Enfin, en tout cas, c'était pas du tout la culture de l'époque, Non, quoi. avant faire un marathon, c'était déjà un exploit. Ça l'est toujours, hein, Exactement. mais c'était déjà le Graal, quoi. C'est-à-dire l'aboutissement de quelque chose. Tu faisais un marathon, il y avait rien de plus, quoi. Maintenant, Ouais. effectivement, il y a l'explosion du trail à côté qui est arrivée et qui fait que maintenant faire un marathon, c'est quelque part la première marche, on va dire, qui te propulse sur après des trails, aller courir un peu dans la nature, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. En fait, Et donc, tu pars sur marathon, mais est-ce que l'objectif du marathon de New York est arrivé à quel moment? Tout de suite, quand tu as commencé à faire le marathon, tu t'es dit, je vais faire New York, ou il est arrivé fur et à mesure? alors, il est arrivé. En fait, c'était vraiment une grosse opportunité. Hein. C'était pas du tout quelque chose qui me trottait dans la tête, hein, quand j'ai commencé à me mettre sur le marathon. Hein. Donc, je me suis mis sur Paris parce que c'est vrai que quand tu habites la région parisienne, c'est facile. Hein. C'est facile de te dire, bon, moi, je m'inscris sur le marathon de Paris. C'est quand même une course sympa à faire. Euh, En 2006, j'ai fait 2007 aussi. Et puis, en 2011, donc au sein de ma société, on a eu l'opportunité d'avoir un gros budget dans la section course à pied, qui nous a permis en fait de s'inscrire le marathon de New York. Et là, du coup, ça se refuse pas, quoi. Hein. Quand on aime le sport, qu'on aime courir, alors là, marathon de New York, c'est pour le coup, là, c'est le Graal Ouais, de c'est la clair. course à pied sur route, quoi. Euh, donc voilà, c'est arrivé un petit peu comme ça, de façon impromptue. Et puis voilà, j'ai foncé. Et ça a été un peu aussi le début de mes aventures vidéo. Oui, Euh, j'ai vu parce que j'ai regardé effectivement ta chaîne YouTube et on voit que, en fait, tu prends du plaisir à partager ce que tu vis avec des caméras que tu embarques avec toi, avec un petit montage et qui permet de vivre un petit peu en inside tes différentes aventures. En fait, c'est ça, c'est que quand j'ai commencé à courir en 2006, 2007 et les années qui ont suivi, en fait, bon, je courais pour moi, je courais pour avoir un objectif, pour un peu forcément la performance. Et puis, à un moment donné, du coup, j'ai commencé à monter dans les distances, doucement. Hein, j'ai commencé par faire un 50 km en trail. Et après, j'ai dû faire aussi la Saint-Élion, donc on était sur 70 km à peu près. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui avaient du mal à se projeter sur ces distances-là, à comprendre en gros qu'est-ce qui se passe au-delà du marathon, quels sont un peu les ressentis, qu'est-ce qu'on voit sur ces courses-là. Et puis, du coup, le marathon de New York est arrivé. Et forcément, bon, en général, ces sports-là, le cyclisme ou la course à pied, c'est quand même des sports assez individuels. Et, euh, et on a du mal à expliquer un petit peu les émotions, ce qu'on ressent, ce qu'on voit. Et en partant à New York, je m'étais dit, c'est vrai que c'est un peu égoïste. Hein, je pars tout seul, ma famille reste là,
Et c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On a envie de se procurer des souvenirs, de ramener quelque chose à montrer. Et en fait, c'est arrivé comme ça. Je me suis dit, mais c'est vrai que ça serait quand même super chouette de faire vivre ce que je vais voir, ce que je vais vivre à ma famille. Alors, au départ, je pensais vraiment à ma famille, hein. Et du coup, j'ai commencé, alors dans les mois qui ont précédé, j'ai commencé à rechercher un petit peu sur Internet ce qu'il y avait comme technologie, entre guillemets. Donc, moi, je pensais à l'époque, il y avait les appareils photo numériques, etc., qui faisaient un petit peu de vidéo. Euh, et puis, c'était aussi le tout début de GoPro, pour pas les citer. Ils venaient de sortir leur premier modèle et c'est vrai que ça m'a tout de suite un peu intéressé. Je voyais des images sur les réseaux, etc. C'était super chouette. Et puis, du coup, je me suis dit, faut que je fasse ça, quoi. Faut que je filme la course de l'intérieur. Ça va être super chouette. Ça me permettra d'avoir un trop bon souvenir, quoi. Donc voilà, en gros, ça s'est fait comme ça. Le problème, c'est que du coup, je m'étais dit, il faut que j'ai vraiment le matériel le mieux possible au moment de l'événement. Et il venait juste de sortir la GoPro. Alors à l'époque, c'était la Hero 2. Ah ouais, d'accord. Sortie la semaine d'avant, en fait, la semaine d'avant le marathon. Et alors moi, j'étais comme un fou. En France, on la trouvait pas. Elle était disponible aux États-Unis et je m'étais dit, bon, comme on y était 2-3 jours avant le marathon, faut que je la trouve absolument sur place, quoi. Donc, traditionnellement, quand on va faire le marathon de New York, il y a toujours 2-3 jours où on visite Manhattan en long et en large. Et moi, je passais mon temps à regarder dans toutes les boutiques d'électronique si je trouvais la fameuse GoPro. Donc, je l'ai trouvée la veille de la course. Donc, autant dire que la prise en main était un peu rapide. Et puis, du coup, c'était parti, quoi. J'ai fait la course avec ma perche télescopique, la GoPro, et j'ai tourné les images qu'on trouve là sur YouTube. Donc, ça a été en plus une grosse surprise parce qu'en rentrant du marathon, donc j'avais toutes ces images-là, je les ai montées en quelques jours, là, quelques semaines. Et puis, j'ai montré ça à ma famille, c'était super. Je l'ai posté sur YouTube et là, pour le coup, enfin, je vais pas dire que c'est devenu viral, mais enfin, dans le monde de la course à pied, ça a été très largement diffusé. Du coup, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment un intérêt pour ce genre d'image qui n'existait quasiment pas à l'époque, en fait. Oui, de faire de l'inside comme ça, c'est clair que c'était très, très rare. Ouais. Exactement. Voilà, c'est parti. Et est-ce que c'est ça qui t'a encouragé à aller encore un peu plus loin dans tes aventures? En termes de distance, tu veux dire? Ouais, de distance. C'est-à-dire de passer du cyclisme au marathon et du marathon d'aller sur le trail et donc des épreuves quand même. On va pas lister toutes les épreuves auxquelles tu as participé. Je laisse libre justement les gens d'être curieux et d'aller sur ta chaîne et de regarder tout ça, mais tu as quand même participé à l'UTMB, ce genre et pas que. Hein. Oui. Après ça a été un cheminement, en fait. Hein, je vais dire, depuis le marathon de Paris, en fait, moi, j'ai jamais été trop non plus, pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, les blessures, etc. Pardon? Je suis sur ta chaîne en même temps et ça a lancé une petite musique. Alors attends, je te demande 2 petites minutes. Voilà. Ouais, ce que je disais, c'est que ça a vraiment été un cheminement, parce que effectivement, les courses sur route, j'avais envie de faire le marathon pour pouvoir dire que j'ai fait le marathon au moins une fois dans ma vie, mais globalement, ça a amené quand même pas mal de blessures de courir sur route. Donc c'est vrai que j'étais déjà en train de courir quand même plus sur les sentiers avant de partir faire le marathon de New York. Le marathon de New York, c'était quelque chose que je pouvais pas refuser, hein, forcément. Mais globalement, dans l'année, je courais beaucoup plus en trail qu'en route. Et suite à New York, j'ai continué. J'étais vraiment dans cette optique de courir. Je prenais du plaisir à courir, à découvrir des nouveaux endroits. Et donc, chaque année, je me trouvais 2-3 courses en province à aller faire. Parce que bien entendu, dans la région, c'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant comme course. Hein. C'est des courses régionales, mais je veux dire, quand on fait du trail, ce qui est quand même super sympa, c'est d'aller prendre un peu plus d'envergure, quoi. En fait, de voir des paysages, d'aller en montagne, ou d'aller dans des grands espaces, etc.
Et donc, chaque année, je me trouvais 2-3 belles courses comme ça à les faire. Puis voilà, je faisais un petit peu mon bonhomme de chemin, je montais les distances au fur et à mesure. Enfin, moi, ce que j'appelle des étapes, entre guillemets, parce que forcément, à chaque fois qu'on monte en distance, on se demande si on va y arriver, si on va pas y arriver, puis ça paraît toujours plus haut, plus dur, quoi. Donc, j'ai passé, entre guillemets, des étapes une à une. C'est quoi pour toi une étape? On pourrait dire, Comment on pourrait le matérialiser? bah déjà la distance, hein, forcément, hein, c'est pas naturel hein, d'aller courir 70, 80, 90 kilomètres. Et Mais c'est puis par tranche. Pour toi, une étape, c'est par tranche de kilomètres? pas que, je dirais, il y a aussi En heure peut-être, en heure de alors pratique. pas Enfin, je sais pas comment dire. forcément, pas forcément en heure, mais c'est plutôt on va dire le cumul kilomètre dénivelé Dénivelé, ouais. qui montre aussi la rudesse de l'épreuve, on va dire. Alors c'est pareil là-dessus, il y a des on va dire qu'il y a les trailers de montagne qui souvent apportent pas mal de préjugés sur une course comme l'Eco-Trail, par exemple, sur Paris, qui est un 80 km avec 1500 mètres de dénivelé, je crois. Et bien souvent, bon, ils se moquent un petit peu. Mais, c'est deux approches différentes. C'est vrai que je parle de kilomètres plus dénivelé qui font que ça peut être forcément une étape supplémentaire. Mais une course comme l'Eco-Trail de Paris, là, donc avec ses 80 kilomètres, c'est aussi une course qui n'est pas forcément facile à appréhender parce que justement, il y a peu de kilomètres, il y a peu de dénivelé, pardon, ce qui amène à courir beaucoup pendant les 80 kilomètres. Et bien souvent sur le trail, il y a quand même pas mal de phases où on va marcher, en fait, on va faire de la rando-course, et ce qui permet quand même de récupérer tout simplement. Alors que sur les trail tu vas courir beaucoup, donc au niveau fatigue engendrée, ça peut être quand même quelque chose d'assez compliqué à gérer. Voilà, donc pour revenir effectivement à ce cheminement-là, moi j'allais plutôt sur un terrain montagneux, donc avec plus de dénivelé et plus de kilomètres. Toujours un petit peu plus de dénivelé et plus de kilomètres. Jusqu'à te dire, mon prochain Alors, objectif, c'est l'UTMB. non, pas dans un premier temps. Je pensais pas Alors, comment encore à c'est ça. arrivé? Comment c'est arrivé l'objectif de se dire, je vais faire une épreuve. À un moment donné, pour toi, le marathon, c'était le Graal, et puis bah, finalement, quelques mois, quelques années plus tard, c'est l'UTMB. Comment s'est passé l'envie d'aller sur ces monuments-là? Alors en fait, ouais, je pensais pas forcément trop à l'UTMB encore à cette époque-là. En fait, moi, mon Graal de l'époque, c'était la Diagonale des Fous. Ouais, c'est quand même aussi un monument. Ouais. Ouais, voilà. Et en fait, ça, c'était arrivé quelques années avant, lors de mon voyage de noces. On était parti donc sur l'île de la Réunion. Et dans l'hôtel où j'étais, donc à l'époque, moi, j'étais purement cycliste, hein, course à pied, je sais même pas ce que c'était. Et dans l'hôtel où on était, il y avait un gars impressionnant. Enfin, c'était incroyable. Le gars est sec, athlétique. Enfin, ça m'a laissé une image en fait vraiment d'un gars que je me suis Ça dit, t'a mais impressionné? il m'a impressionné. Il m'a impressionné. Donc bon, je l'avais vu dans l'hôtel et tout ça. Et puis pendant 2-3 jours, on le revoit plus. Puis il refait surface. Et alors là, il était limite en train de ramper, quoi. Et en fait, ça m'a choqué parce que je l'avais idéalisé ce type sur le bord de la piscine. Je dis waouh, mais il est super bien gaulé et tout, il est athlétique. Enfin, il ressemblait à un triathlète super sec, musculeux, etc. Et 5 jours après, tu le vois, c'était ailleurs. Et là, ouais, ah, mais Et entre-temps, il avait fait la et du coup, diagonale. j'apprends qu'il venait de faire la diagonale des fous. Donc, je sais pas ce que c'était à l'époque. Et puis là, j'apprends les chiffres, quoi. Alors à l'époque, c'était pas encore le format d'aujourd'hui. Je crois que c'était 130 kilomètres. Le dénivelé, je sais plus ce qu'il y avait, mais c'était monstrueux, quoi. C'était une traversée de l'île, hein, du sud vers le nord. Et, euh, et voilà, du coup, c'est resté dans un coin de ma tête. Et puis, quand je me suis mis à la course à pied, j'ai toujours eu un peu cette lumière dans la tête là qui revenait de temps en temps.
Bon, après, c'était pas anodin parce que partir sur ce genre de truc-là, alors déjà, ça me paraissait complètement, enfin, limite impossible à faire, quoi, parce que C'est-à-dire que ça doit rester impressionnant. Quand tu vois quelqu'un, effectivement, qui physiquement est en pleine forme et que tu le vois 5 jours après en rampant, ça ouais, aurait mais presque tendance à faire bizarrement, peur au départ, tu vois. voilà, exactement, ça fait super peur, mais ça attire en même temps. On se dit, mais moi aussi, j'ai envie de voir ce que c'est, et je veux voir ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui s'est passé, il s'est fait manger, il s'est fait taper, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et, euh, et en fait, c'est ça qui m'a attiré dans ce genre d'épreuve-là. Donc, le format, c'est 160 km et 10 000 mètres de dénivelé, hein, pour traverser entièrement l'île, du sud vers le nord, en traversant les 3 cirques. Donc, l'île de la Réunion, je sais pas pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même une succession de. Enfin, on peut pas comparer ça aux montagnes telles qu'on les connaît en France. Hein. C'est vraiment des escaliers. C'est pas des sentiers comme on peut avoir naturellement là dans les Alpes ou les Pyrénées. C'est vraiment du très cassant, quoi. Et tant qu'on n'y a pas été, on a du mal à s'imaginer en fait ce que ça peut être. Alors justement, toi qui y es allé, est-ce que tu as repensé à ce type que tu avais vu quelques années plus tôt, en pleine forme et ensuite en rampant, quand tu t'es lancé toi dans cette aventure? Alors, en fait, quand tu te lances dans cette aventure-là, forcément, il y a une grosse part d'imaginaire qui Ah, arrive. c'est Enfin, sûr. tu Ouais, dois ouais. voir ce que c'est quand tu te prépares à des gros événements, tu te documentes, tu regardes un peu les récits. Alors, ouais, il n'y avait pas beaucoup d'images, moi. Enfin, il n'y en avait même pas du tout à l'époque, mais je lisais beaucoup de récits, hein, de coureurs. Et ça fait énormément travailler l'imaginaire. Et en fait, j'avais quasiment tout le parcours dans ma tête, mais de façon imaginaire. Alors, c'est ça qui est le plus drôle, c'est que du coup, quand je suis parti sur l'épreuve, je passais à des endroits, j'ai dit, ah mais oui, mais c'est là, mais ah mais non, je le voyais pas comme ça, c'est complètement différent à ce que je voyais, et c'était assez étrange du coup comme sentiment. Et ça représente un petit peu, on va dire, ça peut s'assimiler à la visualisation, ce dont tu parles, mais est-ce que Ouais, quelque part, alors, quand tu le fais pour la première fois, ça peut être un avantage parce que tu sais pas forcément dans quoi tu te lances et tu découvres, mais est-ce que ça peut pas également être un inconvénient quand tu as un petit coup de moins bien, ou tu as un petit souci, soit physique, soit mental, une petite baisse de régime? Est-ce que ça peut pas être un inconvénient parce que tu sais, quelque part, tu as visualisé ce qui t'attendait et les éventuelles difficultés? Comment toi, tu l'as vécu, ça? difficilement, ouais. Et c'est exactement ce que tu dis, ouais. Moi, j'avais effectivement mentalisé, surtout la fin de parcours, où là, je commençais à être vraiment bien rétamé. Et il y a un passage qui s'appelle le chemin des Anglais, qui se trouve à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, où en gros c'est un sentier tout en pavé mais complètement difforme, où tu as vraiment du mal à trouver un endroit pour mettre le pied. Euh, et en fait, moi comment dire, dans mon imaginaire, en fait, je voyais ça beaucoup plus Ouais, tu simple l'avais, entre tu guillemets. l'avais imaginé, quoi. Tu l'avais J'avais vraiment imaginé, mais, imaginé, ouais. mais pas comme ce que j'ai découvert en fait. Et bon, je suis arrivé sur le sentier déjà bien bien fatigué. Et quand j'ai vu en fait le chantier, voilà, j'ai vraiment eu un gros coup de déprime, quoi. Donc donc c'est vrai que visualiser, je pense un peu avant une épreuve, mentaliser un peu l'épreuve, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est vraiment intéressant quand même d'appréhender Ouais. l'épreuve. Ça Après, fait partie aujourd'hui de la préparation, hein, très ouais, clairement. ouais, il faut pas se lancer dans des objectifs sans avoir eu un minimum de préparation sur ce qui attend, hein, c'est clair, parce que sinon on va droit dans le mur. Bah, surtout sur du long comme ça, et surtout sur des épreuves très engagées comme la Diagonale des Fous. Ouais, exactement. Et donc tu termines. Donc je termine pas trop mal, hein, finalement, une quarantaine d'heures, hein, sur les 60, je crois qu'il est 66 heures, hein, de délai. Donc je termine en une quarantaine d'heures. Donc c'est pareil, il y a un moment qui est assez marrant parce que moi, ça m'arrive souvent quand je prépare ces gros objectifs et que je m'entraîne tout au long de l'année, à chaque fois, lors de mon entraînement, j'arrive toujours à m'imaginer comment je vais être dans la course, et surtout la période de quand on va terminer la course, quand on va passer la ligne. Moi, je me représente toujours, en fait, je me vois passer la ligne avec la famille et tout ça. Et puis là, comme c'était quelque chose d'incroyable, je voulais vraiment
j'avais scénarisé le truc presque. Je m'étais dit, il faudra qu'il y ait mes filles, qu'il y ait ma femme, etc. Et je me voyais en train de pleurer, machin. Mais c'est particulier. Hein. Je sais pas si je suis le seul à faire ça, mais c'est. Et en fait, j'étais tellement lessivé que j'avais quasiment aucune émotion à l'arrivée, quoi. J'arrivais même pas à pleurer tellement j'étais mort. Ouais, après, on est, tu sais, ces moments-là, on est un peu, j'allais pas dire dans un état second, mais on est là sans vraiment être là, en fait, quoi. Et tu contrôles plus vraiment, en fait, hein. T'es juste là et les choses se passent comme elles se passent, mais on n'a plus vraiment certaines fois d'action sur ce qui peut se passer ou pas, d'ailleurs. C'est ça. Ouais, ça se fait naturellement après, hein, c'est comme ça, quoi. Mais ça a été vraiment un souvenir incroyable. Hein. C'est une course comme je l'avais imaginé, une course vraiment très, 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 très dure, très engagée, qui laisse des traces, hein, forcément, que ce soit au Ah, niveau forcément. Quand tu dis ça laisse des traces, c'est-à-dire toi, tu as terminé, ça laisse des traces physiques, mentales. Parce que physique. Alors, j'avais vu des choses qui me faisaient très peur au départ, hein, des gens qui terminaient avec des genoux complètement éclatés, les pieds, plus de sensations dans les pieds, etc. Et que ça durait des mois, etc. oui, ça arrive aussi en vélo. Je peux t'en Oui, parler. voilà. Et c'est vrai que ça donne pas envie là sur le moment. Alors moi, ça s'est plutôt bien passé. Bon, j'ai eu quelques soucis de genoux à un moment donné. J'ai été strappé et j'ai terminé de façon assez correcte. Et le lendemain, j'allais encore me balader, visiter le volcan par exemple, et je pouvais encore marcher. Donc non, j'ai bien terminé. Tu termines bien sec, bien entamé. Il faut 2-3 mois pour te refaire une condition quand même, mais Donc là, tu parles principalement du physique, mais au niveau mental, comment ça se passe quand tu idéalises ou visualises une épreuve et donc tu t'en fais toute une montagne, c'est le cas de dire. ouais. Tu termines, t'es finisher. Tu termines, comme tu l'as dit, plutôt bien. Donc il doit y avoir, enfin, c'est pas il doit y avoir, il y a forcément un pic d'adrénaline, d'émotions hyper positif, même si c'est difficile, mais une fois que tu franchis la ligne, tu ne gardes que le meilleur. Ouais. Comment se passent les jours, semaines ou mois qui suivent au niveau émotion? Bah, je dirais que sur le moment, tu n'as plus envie de rien en fait. Tu dis ça y est, j'ai fait mon Graal, on va passer à autre chose. Donc effectivement, les semaines qui suivent, tu es un peu dans le flou. Tu sais plus trop finalement euh, où est-ce que tu veux aller, hein, qu'est-ce que tu veux faire après. Oui, tu n'as plus forcément de programme d'entraînement. Il n'y a plus forcément d'envie aussi. Hein, je veux dire, enfin, tu as passé quand même une année c'est intense. C'est un gros objectif. Donc, c'est pas évident de se reprojeter tout de suite sur quelque chose qui te redonne vraiment l'envie de repartir à bloc, quoi. Et puis, je pense que cette phase-là, cette période de transition, est aussi une phase très importante de récupération et aussi d'apprécier ce qu'on a fait. Et on l'oublie très souvent, cette partie-là. C'est-à-dire qu'on a tendance, on finit un projet, on repart tout de suite, on rebascule tout de suite sur un autre projet, sans prendre le temps d'apprécier ou de prendre conscience de ce qu'on a fait. Alors justement, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que du fait de ramener mes images, là, mes films de ces courses-là, ça me permet justement, après coup, de vraiment profiter du moment passé pendant la course, quoi. Parce que, en général, ce que je filme, bah, c'est toujours les périodes où ça va bien, quoi. Parce que quand ça va pas, que t'as pas la tête, Pas envie de faire d'image, en fait. t'es pas bien lucide, tu penses pas à faire les images. Hein. C'est vrai Ouais, que c'est dans ce mes que films, j'ai. les vidéos, rarement on me voit à quatre pattes Ouais. en train de vomir ou que ça va pas, ou parce que c'est pas les moments qui te viennent à l'esprit. Voilà, il faudrait qu'il y ait une tierce personne qui te filme à ce moment-là, ce qui est pas le cas. Hein. Et me remettre dans les images après la course, c'est là que vraiment je profite je profite du moment qui est passé, quoi. Et, euh, et ça me permet de faire entre guillemets aussi le deuil, peut-être. Voilà, une fois que j'ai fini mon film, qu'il est posté, ça me permet de me dire bah ça y est, voilà, ça c'est fait, je l'ai rangé, c'est dans une case. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'est à ce moment-là que le TNB est arrivé, après la Diagonale des Fous? Un petit peu, je pense, ouais.
un petit peu, parce que c'était peut-être, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était une étape de valider. oui, c'est devenu une étape en fait, parce que c'était l'ultra. Enfin, pour moi, dans le monde du trail, ça représentait l'ultra. Ouais. Quand on fait peut-être 80-90 km, on peut déjà parler d'ultra, je pense. Ça représente quand même beaucoup d'heures. Mais pour moi, l'ultra, c'était vraiment ce format-là, ce qu'ils appellent le 100 miles, de 160 km. Et j'avais j'avais validé cette étape-là. Donc, oui, bah forcément. Après, l'étape qui vient après la diagonale, pour moi, ça reste l'UTMB. Si tu fais du trail à ce niveau-là d'engagement, tu peux pas t'arrêter sans avoir essayé de tenter l'UTMB. C'est pas possible. L'UTMB, c'est juste la mecque du trail. On trouve finalement, c'est marrant, mais on trouve toujours une excuse pour refaire. Ben oui. Non, mais je te comprends, mais parfaitement. Oui. Mais avec toutes les personnes avec qui je discute qui font de l'ultra, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est qu'une excuse. Toutes ces épreuves, même si elles sont très très belles et tu vois du paysage magnifique où qu'elles se trouvent, mais le fait de faire une épreuve quelque part, c'est toujours une excuse pour revivre ou essayer de revivre les mêmes émotions, de voir de beaux paysages, de rencontrer des gens. Et on est tous un peu dans ce même cheminement, c'est-à-dire qu'on fait ça, c'est difficile, on a souffert, mais bon, allez, la suite, c'est quoi? Ça, c'est le Graal, allez, on y retourne, quoi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que quand tu arrives, tu t'en peux plus, t'es usé, fatigué, t'as des fois des blessures. Et puis, il suffit de quelques jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis ça y est, c'est oublié, et puis on retient plus que le meilleur. Et effectivement, comme tu dis, les incroyables émotions que tu peux vivre dans ces moments-là, quoi. Donc, tu peux pas rester sur ça et voilà, sans essayer de repartir sur autre chose pour retrouver ces émotions. C'est clair. Ouais, je suis entièrement aligné avec toi. C'est-à-dire qu'on a vécu des choses, on vit des choses, ça nous fait vivre, ça nous fait vibrer et nous apporte des choses juste incroyables. Et le fait de retourner sur ce type d'épreuve, c'est aussi pour aller pour essayer même si chaque épreuve est différente et tu vas pas revivre à l'identique ce que tu as vécu, mais essayer de revivre un petit peu, notamment cette phase de ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire où tu te sens bien, en fait. C'est-à-dire que tu te sens bien, t'as mal nulle part, tu cours à une vitesse juste folle après autant de kilomètres, tu pensais pas que c'était possible, et tu souffres pas. Et ça, c'est des phases qui sont très courtes, mais quand tu les vis, elles te marquent tellement que tu as juste envie de les revivre. Alors, des fois, il se passe un mois entre les deux, des fois, il se passe des années entre les deux, ces deux moments-là que tu peux revivre, mais en tout cas, on est toujours un petit peu à la recherche de ça, même si la difficulté, la souffrance fait aussi partie, ça fait partie de l'aventure, parce que c'est ce qui fait ces moments difficiles, que ça soit mentalement ou physiquement, c'est ce qui fait que tu profites beaucoup plus intensément, soit d'une ligne d'arrivée, soit le fait d'être finisher, quel que soit le temps d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai, là, ce moment, ouais, toi, t'appelles ça le flow, moi, c'est ce moment d'euphorie. Oui, c'est ça, d'euphorie, tout à fait. Alors, c'est différent encore. Il y a le moment d'euphorie. Le moment d'euphorie, c'est que là, tu sens vraiment que tu es hors régime, en fait, tu vois, presque. Ouais. T'es au-delà de ce que tu peux faire, mais ça passe. Donc, tu continues le moment d'euphorie. Généralement, avec l'expérience, tu sais que tu es dans un moment d'euphorie. Et donc, au bout d'un moment, tu te dis, bon, là, tu es dans un moment d'euphorie. Mais faut un petit peu se calmer, quoi. Un petit peu se calmer parce que ça va pas durer. Ouais. Le flow, c'est encore, je dirais que moi, j'y mettrais une nuance parce que là, il y a un gros aspect, comment dire, tu sens que tu flottes un petit peu, quoi. C'est encore différent. T'enlèves cette notion de vitesse. Tu vois ce que je veux dire? T'enlèves cette notion de vitesse et de performance. Là, c'est vraiment un état d'esprit, en fait. C'est une sensation de bien-être. Voilà. Vraiment. Et moi, je l'ai vécu quelques fois, mais ça se compte sur une main. Et c'est vraiment le pied, quoi, quand même. C'est vraiment le pied. Alors, ça arrive à la déclencher. Ouais. Parce qu'ils ont des années d'expérience et ils savent précisément à quel moment elle peut intervenir et dans quelles conditions. Moi, j'en suis pas là, même si j'ai une petite idée, mais ça, c'est très, très personnel aussi. En tout cas, oui, c'est des moments très agréables. Très, très agréables. Ouais, j'avoue que mais c'est pareil. Enfin, à chaque fois que j'ai été dans ces épreuves-là, au long cours, il y a toujours eu cette phase-là. Alors, effectivement, c'est pas évident d'arriver à savoir quand est-ce qu'elle va venir mais quand elle est là, là, c'est un pied incroyable. Alors maintenant, avec l'expérience, tu te dis bon bah ouais, il faut parce que les premières fois, du coup, tu lâches tout, et puis 1 heure après, d'un seul coup, quand ça revient là, tu prends une grosse.
Je te confirme qu'effectivement, moi, la première fois que ça m'est arrivé, c'était dans l'ultra notamment, hein, parce que ça m'est arrivé sur des courses par étapes aussi, mais notamment en ultra, où j'étais sur les plaines du Kansas, où je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Au bout de 8 jours, je roulais à 40 à l'heure dans les faux plats montants, et même mes assistants me disaient, mais Arnaud, qu'est-ce qui se passe? Tu roules à plus de 40 et donc tu mets tout. En fait, tu continues, mais par contre, quand il y a plus rien, en tout cas, quand ce moment d'euphorie s'arrête. Ouais. C'est l'effet inverse, en fait. Là, c'est très compliqué. Donc, avec l'expérience, tu sais que tu es dans un moment d'euphorie. Donc, tu apprends, tu profites tout en ne mettant pas toutes les forces pendant cette phase. Ça te permet d'être dans une période où tu vas profiter justement de cet instant-là avec l'expérience pour justement faire un check-up sur ton corps, sur toi, sur ton alimentation, si voilà, tu as tout bien fait comme il faut. Et justement, c'est vraiment ce moment-là maintenant que je privilégie pour me dire, tiens, mes batteries, pareil, de la caméra, c'est le moment où je vais les changer, où je vais regarder un peu mon matériel, je vais prendre soin de moi. C'est un moment un peu, on va dire, je sais pas si on peut l'appeler comme ça d'ailleurs, d'hyper-lucidité. C'est-à-dire que tu as un moment où tu peux te permettre effectivement d'essayer de faire un check-up complet et de tout faire parce que tu vas le faire de manière très efficace tellement tu es un peu speed en fait. C'est ça. Ouais. Et donc là, on va parler un petit peu on parle des monuments que tu as pu faire, mais les gens verront en allant sur ta chaîne YouTube que tu as fait des tas d'autres épreuves. Là, on se concentre sur effectivement le marathon de New York, la Diagonale des Fous, l'UTMB notamment, parce que c'est des références. Et quand tu es au départ de ton premier UTMB, est-ce que tu te sens quelles sont les émotions qui te traversent à ce moment-là par rapport à tes précédents départs d'épreuves comme la diagonale? Est-ce que tu as gagné en confiance ou est-ce que tu es toujours un petit peu, un peu anxieux de te lancer dans ce type d'aventure? C'est compliqué parce que un ultra, ça reste un ultra. Même si tu en as réussi un, tu peux jamais être confiant sur les prochains. Il faut vraiment être très humble avec ce genre d'épreuve-là. Disons que si tu l'es, je pense que l'épreuve va vite te ramener à la réalité. Voilà, parce que ça m'est arrivé une fois. Maintenant, je sais. Voilà. On y viendra après, mais ouais, quand je suis arrivé sur le premier UTMB en 2015, là, c'était 2 ans après la diagonale. Forcément, j'étais encore dans un état d'esprit de découverte parce que l'UTMB, c'était la première fois que je venais sur cet événement-là. Et quel événement en plus! C'est complètement différent de la diagonale. La Diagonale des Fous, c'est le Tour de France pour eux là-bas sur l'île. Cette épreuve, elle représente le Tour de France. Donc, tous les Réunionnais sont sortis pendant ce week-end d'épreuve là, et ils sont partout, dans n'importe quel endroit, les plus sauvages comme les plus urbains, ils sont partout. C'est incroyable. Et à Chamonix, c'est vraiment différent parce que il y a cette dimension après internationale. Il y a des Italiens, il y a vraiment tous les pays, et, ça parle toutes les langues. C'est assez étrange en fait quand tu es coureur amateur parce que tu as l'impression d'être sur vraiment une épreuve qui ne correspond pas forcément, quoi. Et du coup, différence dont tu parlais au tout début entre le haut niveau et tu vois, un petit peu cette nuance-là. Ouais, c'est ça, parce que bon, globalement, ça représente, on est 2500 au départ, mais dans Chamonix, je ne sais pas combien il y a de touristes, de suiveurs, etc. Mais c'est les JO, c'est quoi là? Et alors du coup, tu te retrouves sur cette fameuse place du Triangle à Chamonix là, le vendredi soir, au milieu des 2500 coureurs, avec toute cette foule autour. Et alors là, t'as les frissons, quoi. T'as les frissons, mais de dingue. Quand t'as la petite musique là de Vangelis, on a beau dire, tout le monde. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Chamonix, l'UTMB, c'est la course commerciale, machin truc, bidule. Non. Oui, comme on dit pour l'étape du Tour en vélo, n'empêche que quand tu es au départ de l'étape du Tour et que le speaker qui fait très bien son travail fait tout un speech, c'est quand même l'aboutissement d'une préparation qui a duré des mois, voire des années, des fois. Tu te retrouves là, il n'y a pas à dire, ça fout la chair de poule, quoi. Et bien qu'en ayant fait d'autres épreuves, c'est vrai que j'étais pas non plus novice à ce moment-là. Donc, je me considérais plus comme novice.
mais j'ai eu quand même ce sentiment incroyable au départ. Et alors, du coup, ils nous lâchent dans les rues. Puis alors après, c'est complètement la folie, quoi. Mais la folie pure. C'est-à-dire que quand tu dis c'est la folie pure, c'est-à-dire que tu es au-dessus de ton régime habituel? Non, 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 ça n'a rien à voir avec un régime, enfin une vitesse, parce que de toute façon, tu n'avances pas, il y a Il y a trop de monde. trop de monde, tu marches, quoi. Il n'y a que les premiers qui partent au sprint. Hein. Donc quand tu dis c'est de la folie, c'est l'enthousiasme du public. C'est l'enthousiasme, le monde, on ne peut pas s'imaginer, en fait. Et bon, on le voit plutôt bien maintenant dans ma vidéo, là, le deuxième UTMB que j'ai fait là, en 2017, où j'ai filmé, je l'avais aussi fait en 2015, j'ai filmé le départ, mais on se rend vraiment compte de la ferveur de la foule. C'est du délire pendant 3 km, 3-4 km là, pour sortir de Chamonix. Mais c'est le truc le plus impressionnant. Vraiment, je crois, ouais. En termes de départ, en termes de ferveur, là, je crois que j'ai jamais fait autre chose de mieux. C'est pour ça que j'ai du mal maintenant. Voilà. Les gens sur le podcast n'auront que le son. Moi, j'ai les images parce que je te vois et on le voit dans ton regard et dans la manière de t'exprimer. On voit comme un gamin. Tu y es là. En ce moment, là, tu y es. Tu vois, tu parles, mais on voit que tu y es en fait. Non, c'était quelque chose. Et en fait, j'étais tellement dans mon truc là, je profitais mais à 1000%. Et c'est bien qu'à un moment donné, je me retourne et il n'y a plus personne derrière moi, parce que moi, j'étais en train de profiter de la foule, etc. Et je me suis retrouvé, ils étaient tous partis devant. Moi, j'étais encore là dans la foule, hein, en train de profiter de tout ça. Et pour moi, c'est vraiment ça le trail. C'est vraiment ce que je recherche, moi, quand je pars faire une épreuve. C'est le partage, quoi. Enfin, voilà, sentir le plaisir dans les gens, c'est extra, quoi. Alors, il y avait une question au-delà de la performance, c'est juste des émotions, en fait. C'est l'émotion pure. Ouais. Il y a une question que j'ai notée, mais tu en parles, donc c'est une formidable transition. J'avais envie de te poser la question, quand tu es au départ de ce type d'épreuve, est-ce que tu vas plus rechercher le plaisir ou, comme tu l'as dit au tout début de l'épisode, tu étais quand même un compétiteur quand tu faisais du vélo, et est-ce que l'esprit compétition est toujours présent? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a... Alors, tu peux très bien faire de la compétition en prenant du plaisir, mais toi, aujourd'hui, quand tu es au départ de quelque chose, tu as quand même un peu répondu juste avant, c'est plus quoi? Partage plaisir ou tu as encore un peu de compétition en toi? Ça m'est un peu passé. On va dire que, dans le vélo, et je suis toujours, je reste compétiteur dans le vélo, c'est autre chose. J'ai vraiment deux pratiques différentes. Le vélo, pour moi, je considère que j'ai un niveau qui est pas trop moche. Et j'aime bien vraiment me faire plaisir, être plus dans la performance. J'ai fait l'étape du Tour là encore les 2 dernières années là, et là je recherche vraiment le classement. Un petit classement à mon niveau, mais je cherche plutôt le classement. Alors que dans la course à pied, j'ai vite compris que qu'il y avait du gros niveau devant et que j'étais pas fait pour courir, et voilà. Donc autant les premières courses, etc. Puis même le grand raid, à un moment donné, tu te prends au jeu, tu vois que tu remontes des gens. Il y a ces moments d'euphorie qu'on parlait tout à l'heure où tu vas doubler dans la nuit 300-400 personnes. Tu dis, ouais, chouette, je remonte. Ça fait un peu un fil conducteur. Tu vois que tu remontes des places, mais au fond de moi, voilà, je sais que je chercherai, je gagnerai jamais ce genre de course-là. Donc, plus ça va et plus ça me passe maintenant quand je suis au départ de mes courses. C'est plutôt dans l'esprit de prendre du plaisir, profiter. Quand il y a un moment où c'est bien dégagé, qu'il y a une belle vue, etc., je vais m'arrêter, hein, et puis je vais filmer, je vais prendre le temps d'apprécier les choses. Et tant pis s'il y a 10, 15 coureurs qui me dépassent. Enfin, ça m'est passé un peu au-dessus, en fait, maintenant. Donc, je suis vraiment dans cette approche-là, de prendre du plaisir. Et comment tu fais les choses par rapport à ses propres limites? C'est-à-dire, généralement, quand on fait ce type d'épreuve, ce type d'aventure, c'est aussi pour aller chercher, voire dépasser, en tout cas un peu mieux connaître ses propres limites. Et quand tu fais une épreuve en essayant en même temps de produire du contenu, ça reste quand même un petit peu limitant dans le fait d'aller dépasser ses limites. En tout cas, c'est quand même une approche différente. Comment est-ce que tu vis ça personnellement? Le fait ça dépend, en fait, parce que les limites, tu peux les trouver effectivement dans la performance, hein, en essayant d'être toujours au plus rapide, en demandant à ton corps de donner le maximum toujours dans ce qu'il peut donner comme énergie.
Moi, je suis plutôt un ton en dessous. En fait, je suis plutôt dans le fait d'être sur un régime plutôt entre guillemets diesel, où je vais maîtriser vraiment ce rapport entre aller vite tout en essayant de m'économiser pour aller loin. Euh, et du coup, ça me permet justement de gérer un petit peu tout ce qu'il y a à gérer enfin, vis-à-vis de ce que je fais moi. Donc, gérer assez de lucidité pour pouvoir filmer, pour pouvoir m'alimenter, sans être trop dans. Alors ça m'arrive de temps en temps, mais de faire des hippos. Au début, ça m'arrivait beaucoup. Maintenant, ça m'arrive beaucoup moins parce que justement, je suis sur un rythme où j'arrive maintenant à gérer, à gérer mon corps, tout simplement. Tu penses connaître tes limites aujourd'hui? Les avoir peut-être dépassées un jour? Je sais pas si on peut dire dépasser ses limites. Moi, par expérience, je sais qu'une fois, je pense les avoir dépassées parce que Moi ça m'a aussi. peur, tout simplement. Mais, euh, mais toi, quel rapport tu as avec tes propres limites? Bah, le problème, c'est que je sais pas si on connaît ses limites à un moment donné. Mais enfin, effectivement, moi, je pense les avoir aussi dépassées de temps en temps où il y a des moments où tu vois les étoiles, où tu vois plus très clair, où tu te retrouves sur un sentier avec du précipice. Et puis, effectivement, tu as des paillettes dans les yeux, donc t'as pas une lucidité complètement à 100%. Peut-être que c'est ça les limites. Tu as déjà été victime d'hallucinations, peut-être? Ah bah oui, les Ouais. hallucinations, ça, La quand on réponse. fait de l'ultra, Bah ouais, bah oui, c'est oui, évident. on est tous passés par là, ouais. À avoir des choses bizarres, oui, oui, clairement. Mais je n'ai pas été jusqu'à le niveau de certains récits que j'ai pu lire. Là, ça fait peur, ouais, quand même. Mais, Oui, mais, certaines fois, ça fait peur, effectivement. ouais. Et tu nous parlais tout à l'heure d'une épreuve où tu avais pris une grosse claque. Est-ce que tu peux nous en parler? Où tu arrivais très, très en confiance au départ et Ouais. Alors, bah, ouais, donc du coup, en 2015, j'ai fait le premier UTMB. Ça s'est merveilleusement bien passé. Je pense que je l'avais bien préparé. J'avais fait pas mal de courses tout au long de l'année. Et puis en plus, ça arrive, ce qui est bien avec ces épreuves-là, donc c'est en fin d'été. C'est plutôt une période que j'aime bien parce que j'ai pu faire énormément de vélo. Alors moi, je fais une grosse préparation vélo en général pour le trail. Et du coup, je l'avais bien préparé. Ça s'est très, très bien passé. Et puis, en 2017, 2 ans après, j'ai une super opportunité, en fait, via un média qui me propose un dossard presse. Et du coup, je rentre sur l'UTMB comme ça, de façon assez impromptue. Là, 2 mois avant, j'apprends que j'ai ce dossard, enfin ce laissez-passer qui est assez dur à obtenir hein, maintenant. Hein. Enfin, c'est assez compliqué hein, d'avoir un dossard. Il faut s'y prendre 2-3 ans avant maintenant pour pouvoir courir l'UTMB. Et du coup, je suis super content. J'ai un dossard presse. En plus, j'ai 2-3 sponsors qui se mêlent au truc. Du coup, je prends un peu de confiance, etc. Et puis, donc, je communiquais pas mal sur les réseaux, machin. Je vais participer à l'UTMB pour telle et telle marque, machin. Ça va être top. Je côtoyais quelques personnalités du trail. C'était chouette. Et puis, du coup, je me quand tu retrouve dis quelques là. personnalités, c'est-à-dire? Bah, j'avais vu Sébastien Chéniaud. Il y avait, comment ça s'appelle je n'ai pas vu son nom, mais c'était la vainqueur sortante de l'UTMB de l'année d'avant. Et puis du coup, je me retrouve au départ. Donc il y a les moments d'euphorie que tu vois sur la vidéo là, que tu as vu tout à l'heure. Et puis après, c'était plus l'euphorie. Après, ça a été la descente aux enfers. Non, globalement, ça s'est bien passé sur les 50-60 premiers kilomètres. Et puis, en fait, dans la nuit, j'ai été pris de maux d'estomac euh, qui m'ont pas quitté jusqu'à la mi-parcours à Courmayeur, de l'autre côté du Mont Blanc. Et puis, le souci, c'est que en repartant de Courmayeur, donc après 80 km, le temps avait été pas trop mal, mais ça a vite changé et je me suis retrouvé dans le grand col Ferret, à plus de 2000 mètres, là, dans une tempête de grésil, de limite neige, quoi.
Et alors là, ça a été l'apocalypse, en fait. Dans le mental suivait plus, les jambes suivaient plus. Ça a été la descente aux enfers, en fait. Est-ce que tu as pu identifier, le pourquoi? lien entre l'alimentation et on va dire, le mental qui lâche, le physique qui lâche? Bon, là, on a un peu plus de facilité à dire qu'il y a un lien entre l'alimentation et le physique, mais est-ce que toi, tu as pu identifier un lien entre l'alimentation et le mental? Moi, à titre personnel, par exemple, quand je commence à être envahi de messages négatifs, c'est généralement que je suis en manque de calories. Ouais, alors effectivement, je n'ai pas été jusqu'à ce niveau d'analyse. Enfin, moi, je mettais ça pas forcément sur le compte de l'alimentation, mais plutôt sur un excès de confiance. Et peut-être sur le fait Cet que excès de confiance, qu'est-ce qu'il a provoqué en toi? C'est-à-dire une allure plus importante, une vitesse plus rapide? Parce que quand tu dis j'analyse ça sur un excès de confiance, ça veut dire qu'il y a eu un comportement chez toi qui a été différent ouais, de tes habitudes. Et c'était quoi? C'était une vitesse plus non, rapide? Le fait de t'alimenter moins régulièrement comme tu le faisais, ça a forcément généré un changement. alors effectivement, je pense pas que ce soit sur un problème d'allure, parce que j'étais parti sur les mêmes allures que précédemment. Peut-être effectivement sur un problème d'alimentation. Mais surtout, je pense que j'ai pas su écouter certains signaux pendant ce début de course. Je courais avec une paire de chaussures où j'avais fait 2-3 sorties avant, donc forcément, c'est typiquement le truc à pas faire. Fait l'UTMB, je me retrouvais à nouveau au départ et quelque part, c'était peut-être que pour moi, c'était peut-être déjà gagné. Alors que suite à ça, c'est là que je me suis dit, mais non, un ultra, c'est jamais gagné d'avance, quoi. Et c'est jamais la même course, bien que ce soit le même parcours. Il y a tellement d'aléas, de choses qui font que c'est jamais la même course, quoi. La météo, l'alimentation, on peut jamais reproduire exactement le même environnement. Et je pense que c'est ce qui a causé ma perte, quoi. J'étais pas assez dans la course les heures qui ont suivi. J'étais trop dispersé, trop à profiter peut-être du statut que j'avais là à ce moment-là. Ça s'assimile beaucoup à un manque de concentration dans ce que tu expliques. Hein. Oui, alors effectivement, c'est peut-être plus ça, ouais. Parce que l'alimentation, généralement, j'étais pas dans la course. Ouais, généralement, c'est quand t'as comme ça, l'alimentation, le fait de se disperser un petit peu, généralement, c'est lié à la concentration. Donc oui, un excès de confiance peut amener à ne pas, à évacuer ces messages de concentration sur un objectif, ouais. Ouais, puis c'est compliqué après, une fois que ces signaux, enfin ces messages ces messages négatifs commencent à s'installer. Après, c'est compliqué de trouver. C'est dur parce que tu réagis à chaud, en fait. C'est le pire à faire, en fait. Réagir à chaud, c'est égal abandon, en fait. Généralement. Et le problème, c'est que j'ai retrouvé ma femme en Suisse, là, à ce moment-là, à la folie. Et quelque part, elle n'aurait pas été là. Oui, mais sans doute que j'aurais été plus loin. C'est la tentation, ah oui. Et elle était là. On est arrivé sur une zone de ravitaillement. Bon, voilà, ni une ni deux. Ça fait un tour dans ma tête. Hein, j'en pouvais plus. Enfin, j'en pouvais plus. Si avec le recul, on en peut toujours. Oui, mais à ce moment-là, tout m'a lâché. Et puis, j'ai dégrafé mon dossard, je l'ai rendu. Et puis voilà. Mais après, c'est vrai que c'est rageant parce que, comme d'habitude, quelques heures après. C'est ce que j'allais dire. J'imagine qu'une heure après, tu as dû regretter le fait de l'avoir fait. Ouais. Moi, c'est ce que je dis souvent aux coureurs, aux participants qui sont sur l'épreuve que j'organise, la Race Cross France, où sur les 2 premières éditions, t'as les 48 premières heures, tu as des abandons. Je ne coche jamais de suite l'abandon du participant. Je prends toujours le temps de l'appeler ou d'essayer en tout cas pour lui dire voilà, qu'est-ce qui se passe, explique-moi. Prends le temps, dors 2 heures et puis on verra plus tard. Parce que par expérience, je sais que on n'a plus le recul nécessaire avec la fatigue de se dire bon attends, je vais dormir un peu et on verra ensuite. Et c'est quelque part ça soulage aussi l'esprit de dire j'arrête. Parce qu'on est dans une telle souffrance quelquefois que ça nous libère de dire voilà, c'est terminé, c'est fini. Et on le regrette généralement. Après, moi j'ai un abandon en ultra
mais ça a été mon plus bel échec. Je le présente comme ça, parce que ça m'a servi pour réussir des projets derrière qui étaient en Italie, où j'étais en tête de l'épreuve et problème gastrique et t'es tellement déçu que t'abandonnes. Alors, t'aurais peut-être pas gagné l'épreuve, mais si tu te reposes 4-5 heures, tu repars, tu finis. T'es finisher. Et là, ça change tout. Donc, je comprends parfaitement ce que tu dis sur la tentation d'arrêter avec la prise de recul. Là, moi, je sors tout juste d'un Tour de France à vélo et j'ai souffert énormément de l'inflammation des ligaments sous les pieds. Et j'étais à un stade où à chaque fois que je voyais des rails de chemin de fer, je me disais, donc ça veut dire qu'il y a une gare qui est pas loin. Donc, ce qui veut dire que ce soir, je peux être chez moi avec mes enfants. Tu vois, tellement le mental prend le dessus avec la douleur sur ton objectif et la concentration, quoi. Mais clairement, de toute façon, le monde de l'ultra, je pense que c'est quand même 80% le mental qui fait avancer. Hein. Et tous les problèmes musculaires, gastriques ou quoi, enfin bon, forcément, des fois, on peut pas aller au-delà, mais c'est quand même énormément le mental qui dirige le corps, tout simplement. Ça, quel est dans tout ce que tu as pu faire, c'est difficile à ressortir, je sais que je pose la question systématiquement et je connais le degré de difficulté d'y répondre, mais le moment le plus marquant ou le plus beau moment qui te vient comme ça tout de suite à l'esprit, et quelque part qui fait que tu pratiques encore, en fait. Ouais, c'est pas facile parce que que comme ça à l'esprit, il y en a beaucoup qui me viennent à l'esprit. Ça peut être une rencontre, un décor, un lever du soleil, un coucher du soleil, un moment juste de communion avec la nature ou Ouais, je pense que ça reste sur la diagonale des fous parce que c'était quand même quelque chose, c'était mon Graal à moi. Et c'est vrai que j'ai vu des choses aussi extraordinaires, quoi. Comme tu dis, ouais, le lever du jour, ces paysages de nature, c'est quand même quelque chose qui marque, quoi. Et c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui donne envie de retourner sur des courses, voir d'autres paysages, d'autres choses. Ouais. Alors, j'ai vu sur ta chaîne également que tu avais été, alors je ne sais pas si c'est pour participer à une épreuve ou si c'était pour des vacances en famille, mais aux États-Unis. Ouais, l'année dernière. Ça veut dire que tu envisages de participer à des épreuves mythiques là-bas, peut-être? J'y ai pensé. Enfin, j'ai pas pensé participer. Par contre, c'est vrai qu'on a été pendant notre road trip, donc on a fait tout l'Ouest américain et on est passé sur donc une partie du parcours du John Muir's Trail. Donc c'est vrai que je me suis un peu représenté ce que pouvait être cette épreuve-là. Après, ça m'a pas forcément attiré plus que ça. Je trouve que nous, on a des paysages beaucoup plus jolis dans les Alpes, enfin des paysages de montagne, de ce que j'ai vu. Hein, mais c'est beaucoup plus marqué chez nous que là-bas. C'est beaucoup plus concentré chez nous. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est tellement vaste là-bas, effectivement, que ça aplatit tout, quoi. Je t'ai dit, on pourrait peut-être te voir un jour au départ de la Western State 100 miles. Ouais, alors j'ai cru comprendre que c'était super compliqué. Ouais, j'imagine. Un dossard, hein, je crois que c'est une loterie. Mais oui, c'est sûr que. Ça fait partie des mythes quand même américains. Ah bah oui. Toutes les stars sont passées, certaines même avant de venir courir à l'UTMB, c'est le passage obligé pour eux, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et comment tu as trouvé les paysages? J'imagine que tu pars toujours avec une paire de baskets, non, pour courir un peu. Oui, bah alors là, j'avais mes baskets, mais j'ai pas été courir. Enfin, j'ai juste fait donc une petite rando de mon côté. J'ai poursuivi parce que c'était une rando familiale dans le parc de Zion. Et on est passé sur une rando qui s'appelle Angel Landing Trail, qui est juste incroyable. Mais c'est incroyable. De toute façon, comme tout le reste là-bas de l'Ouest américain, moi, de toute façon, j'ai trouvé ce voyage-là complètement c'est superbe. Énorme, superbe. J'ai envie d'y retourner tous les 4 matins. Là, c'est juste incroyable. Mais dans ce parc-là, on a attaqué un sentier donc qui prend pas mal de dénivelé, hein, qui est juste superbe avec des lacets, etc. Pour se retrouver sur un promontoire, donc à un moment donné un point de vue, mais on peut aussi continuer pour aller justement jusqu'au niveau d'un promontoire qui domine tout un canyon, là. Sauf que là, c'est hyper, comment dire, c'est à base de cordes, de chaînes, etc. Enfin, c'est quand même limite dangereux.
Et donc, ma femme et mes filles sont restés, sont fait demi-tour. Et puis moi, j'ai pu poursuivre là pendant ce dernier kilomètre. Et les paysages, mais c'était juste. C'est vrai qu'ils ont un terrain de jeu qui est époustouflant pour nous Français, où on a effectivement les Alpes, les Pyrénées, sont des montagnes très concentrées. Ouais. Quand on arrive là-bas, on voit ces paysages qui sont, les panoramas sont 10 fois plus grands en fait. C'est-à-dire que ça tient pas dans l'appareil photo, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que même tu es dans un paysage où tu as un panorama devant toi, tu dis je vais prendre une photo pour partager. Le rendu, non, tu peux pas permet pas de décrire ce que tu vis, quoi. Ouais. Donc, mais en tout cas, oui, notamment au Colorado, qui est quand même un État, moi j'ai trouvé un État juste magnifique. Ouais. Pour nous qui aimions aller faire du sport pour communier avec la nature. Mais alors justement, par rapport à ça, toi qui as fait la rame, tu arrives quand même à profiter de l'instant. Parce que j'imagine que tu es aussi dans des moments où tu regardes ton guidon et tu lèves pas la tête pour regarder alors, ce qui se passe. Moi, je dirais même que c'est même quelquefois ces paysages qui te tiennent en fait, qui te font réaliser ce que tu es en train de vivre et ce que tu es en train de faire. Et c'est ce qui te remet dans ta concentration. Voilà. Moi, très clairement, oui, effectivement, j'ai eu des passages où tu t'affales complètement sur ton vélo de fatigue, surtout sur la rame, où tu dors très très peu. À un moment donné, moi, tout lâche, quoi. Et c'est en te disant, attends, regarde un petit peu dans quel décor tu es. Dans 4 jours, ça sera fini. Donc profite. Et moi, les décors m'ont plus porté. Et oui, en tout cas, j'ai profité. Je les ai traversés 3 fois. Et même maintenant, si demain je retourne sur la rame, je connais la route presque par cœur. Donc je sais dans l'état dans lequel je suis, je sais ce que je vais voir. Je sais quel village je vais traverser. Je sais quel panorama je vais avoir devant moi. Et ils ont des paysages extraordinaires. Mais moi, j'ai fait en vélo la France du nord au sud, d'ouest en est. Et là, je viens d'en terminer les contours et le littoral. On a un pays qui est magnifique. Et plusieurs fois, je me suis fait la réflexion, tiens, ça ressemble. Moi, ce que j'ai vécu là au cours de ces 3 semaines, il y a quelques jours, c'est que pour moi, le nord de la France, ça ressemble énormément également à des États américains. L'Indiana, l'Illinois, c'est le Nord-Pas-de-Calais, quoi, très clairement. Et les Pyrénées, c'est le Colorado. C'est-à-dire que les Pyrénées, la particularité, c'est quand tu arrives, contrairement aux Alpes, tu vois vraiment cette montagne qui sort de terre, quoi. Comme les images que tu peux avoir quand tu es en approche du Colorado. Mais on a vraiment un pays qui est magnifique. On a effectivement rien à envier aux Américains, mais c'est juste que eux, ils ont beaucoup plus de place que nous, et la nature prend sa place, et ce qui fait que les panoramas, ils sont juste gigantesques, quoi, gigantesques. S'il y avait un message à faire passer aux gens qui nous écoutent, qui sont pratiquants ou qui aimeraient se lancer, quel conseil ou quel message tu pourrais leur passer? Moi, j'ai envie de leur dire surtout de pas s'affoler, quoi, de prendre le temps, parce que bien souvent, je vois que beaucoup trop veulent tout de suite monter sur ces courses qui sont effectivement c'est des mythes. Il y en a énormément, quoi, mais on est tout de suite sur des distances de 70, 80 et puis après au-delà. Et il faut vraiment faire attention à ça, quoi. Prendre le temps de monter doucement sur la distance, quoi. Commencer par des 20, des 30. Déjà 30 km, ça paraît rien comme ça, mais c'est sur ces courses-là qu'on prend ses repères, qu'on se fait ses habitudes de course, qu'on teste du matériel, qu'on voit ce qui convient comme alimentation. Et voilà, il faut pas se dégoûter, quoi, en allant tout de suite sur des épreuves où on va se casser les dents, tout simplement. Donc, je pense que c'est le conseil que je donnerais en fait à ceux qui se lancent, quoi. Et tu parles de partenaires. Aujourd'hui, tu travailles avec des partenaires. Tu es suivi par des marques? J'ai pas de contrat officiel, mais oui, j'arrive à travers en fait toutes les vidéos que j'ai pu faire, ça me permet d'avoir un petit peu entre guillemets un CV, et puis de proposer justement du placement entre guillemets, du placement de produits. Donc je travaille. Quand je fais des grandes courses, j'essaye de proposer avec un retour, avec j'imagine un retour en en test réel, c'est-à-dire toi, j'imagine que tu leur fais un retour de ce qui était bien, de ce qui était moins bien. Oui, voilà, c'est ce que j'essaie de proposer. Donc, je suis un peu moins actif maintenant, mais j'ai aussi un blog où à un moment donné, je faisais j'en fais encore un petit peu, mais je faisais beaucoup de tests de matériel. Et
je profitais de mes courses pour faire un récit, puis expliquer aussi effectivement ce que j'avais pu avoir comme matériel, si ça avait marché ou pas, quoi. Ouais, en tout cas, je mettrai les liens sur ta vidéo et sur ton blog dans les notes de l'épisode. Est-ce qu'il y a on va arriver sur la fin de l'épisode, mais j'aimerais savoir s'il y a un sportif qui t'inspire le plus. Est-ce que, sans être fan d'une personne, mais est-ce qu'il y a vraiment un sportif que tu suis, que tu observes, parce que ce qu'il fait t'inspire ou ce qu'il dégage t'inspire? Voilà, on en a parlé un peu tout à l'heure avant l'épisode, mais je pense que oui, Kilian Jornet, ça reste un exemple dans le milieu. Il a cette façon d'être qui fait que voilà, il est inspirant pour beaucoup, même si on peut pas se comparer à lui parce qu'il est incomparable, mais il a une façon de vivre, une façon d'être qui fait que on apprécie justement à travers ce qu'il fait la nature, et puis on peut pas s'identifier à lui, mais quand on prend part après à des épreuves, on dit bah voilà, on essaie de participer à notre niveau, à essayer de vivre les mêmes choses, quoi, même si c'est impossible de faire ce que lui fait, quoi. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de passer 1 heure avec lui. Hein. C'était grâce à une personne qui s'appelle Jean-Yves Coupu, hein, que j'ai pu m'être mise en relation avec Kilian Jornet, et on a échangé plusieurs semaines ensemble, et il m'a répondu via message de suite. On a échangé, il m'a fixé un rendez-vous, il était là, c'est même lui qui m'a relancé en me disant t'as le lien, enfin tu vois. C'est vrai qu'il a cette façon d'être, enfin on s'en fait une montagne. Moi je l'ai vu plusieurs fois en allant sur Chamonix, tu le vois dans la rue, t'as même pas envie de l'approcher, tu te dis waouh, non, il est très gentil, très naturel. Exactement. Ouais. Moi, ce que je ressors de l'entretien, c'est vrai, quand il m'a dit j'ai fait le Mont Blanc plus de 100 fois. Bon, ok. Et puis la deuxième chose, c'est que je lui ai posé une question sur les gains marginaux, parce que on est tous un petit peu dans cette recherche de détails en fait. Et lui, pour lui, c'était, et ça m'a marqué dans l'entretien, c'est de se dire oui, il y a les gains marginaux, mais à la base, fais les choses simplement en fait. Déjà, sois déjà performant de manière simple, et puis les gains marginaux après, on verra quoi. Et ça m'a quelque part étonné d'une personne comme lui, où j'imaginais que justement il était constamment dans cette recherche-là. Alors certes il l'est, parce qu'il a un niveau, comme tu l'as dit, hein, de performance, et physiologiquement il est au-dessus de tout le monde, qu'il il peut se permettre d'être dans un état de forme classique, et il sera déjà bien au-dessus de tout le monde. Et ensuite les gains marginaux viendront avec le temps et les performances. Mais moi, ce que j'aurai à ressortir de cet entretien, c'est, et un petit peu comme tu l'as dit, c'est-à-dire faire les choses dans l'ordre. Faites déjà un 30 km, un 40 km, prenez vos repères, et puis ensuite les choses se font naturellement, mais n'allez pas tout de suite sur un 100 km, parce que vous allez brûler les étapes, quoi. Voilà, c'est un petit peu le message également qu'il a fait passer. Mais ça vaut aussi, oui, tu parles de gains marginaux, mais ça vaut aussi pour l'équipement, hein, parce que il y en a combien qui s'équipent avec le matériel haut de gamme, high-tech, etc., tout ce qu'on veut, et qui ont aucune expérience en fait, et ils savent même pas utiliser à la limite leur montre, quoi. Et ouais, tout ça, c'est vrai que ça fait un peu sourire, mais comme tu l'as dit, des fois, il vaudrait mieux déjà essayer de courir, de ressentir les choses un petit peu, de voir ce qui se passe sur ces distances-là, sur une petite distance, avant de commencer à regarder, tiens, est-ce que ce short-là est mieux que celui-là, enfin. Oui, parce que quelque part dans le long, quand tu fais du long, tes watts, je parle de vélo là, hein, ouais. Tes watts, en l'occurrence, au bout de 4 jours, 5 jours, tu ne pourras pas les tenir comme quand tu le fais à l'entraînement ou sur une séance de Zwift, parce que tu es épuisé, tu es fatigué et tu n'as pas l'énergie pour. Donc, quelque part, les avoir à ce moment-là, voilà, toute cette digitalisation du sport aujourd'hui, elle va te servir principalement à l'entraînement. Mais le jour de la course, il faut être basé en grande partie sur les sensations et l'écoute de ton corps. Ouais. Et ça, c'est l'expérience qui va aussi jouer. Ouais, c'est sûr. Savoir écouter son corps. Ah ouais, c'est compliqué en fait à faire comprendre, je pense, tant que tu as pas vécu ce genre d'épreuve. Alors ouais, là je reviens sur le vélo, mais moi je roule beaucoup aussi en vallée de Chevreuse, hein, tu dois bien connaître. Bien sûr. Ouais. Et je côtoie régulièrement justement des coureurs. Alors,
je veux pas, je veux pas être sectaire, là, mais beaucoup de triathlètes aussi qui lisent beaucoup de littérature scientifique, etc., sur l'effort, sur tout un tas de choses, etc. Et à un moment donné, ils se regardent pas pédaler. Ces gens-là. C'est parce que bien souvent, ils sont mal posés sur le vélo, ou il y a des choses qui feraient mieux déjà Et tout par delà. Et tout par delà. Et je trouve ça incroyable. Enfin. Bon, bah, écoute, en tout cas, je te remercie. Je te remercie du temps que tu nous as consacré. Merci à toi. C'est toujours très, très intéressant d'entendre comme ça un parcours, comment la personne constitue son parcours et qu'est-ce qui la motive. En tout cas, moi, j'invite les gens à aller regarder ta chaîne YouTube, de regarder toutes les vidéos. On peut pas rentrer dans toutes les épreuves que tu as fait, tellement il y a de liens sur toutes les vidéos que tu as pu faire. Mais en tout cas, voilà, on est resté sur des monuments, comme je l'ai dit. Et j'invite tout le monde à aller regarder tes vidéos. Je pense qu'ils vont prendre beaucoup d'informations et ça va leur permettre également de se projeter. Et ce qui était totalement l'objectif que tu t'étais fixé au départ en créant ces vidéos. En tout cas, merci à toi et je te souhaite un bel été et puis plein de belles choses pour tes futurs projets. Merci Arnaud, puis bonne continuation à toutes et tous. Bel été. À très bientôt. Merci. Au revoir. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure manière de le soutenir est d'en parler autour de vous, de le partager sur vos réseaux. Un commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast me ferait le plus grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire vraie sur le podcast Ultra Talk.